sous le voile argenté de la lune, le parc national des Cévennes, avec ses montagnes austères et ses forêts de pins murmurantes, semble garder jalousement ses secrets. En cette nuit de septembre 2003, Claire Dubois, une garde forestière de 29 ans, chevauche son fidèle Étoile à travers les sentiers escarpés. Puis, soudain, le silence. Pas un signe, pas une trace. Claire et son cheval se sont évanouis dans l'immensité sauvage, comme engloutis par l'ombre des Cévennes. À la station de garde, l'inquiétude grandit, et Michel, son père, un ancien forestier, sent une douleur sourde avant même l'appel. Cette disparition n'est pas un simple mystère, c'est une blessure ouverte dans le cœur des montagnes. Suivez-nous dans cette enquête où la vérité se cache dans l'obscurité, révélant des secrets de trahison et de justice. Si vous découvrez notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Dans le silence glacial de l'hiver, le parc national des Cévennes se drapait d'un manteau de neige, ses vallées et ses crêtes devenant des tombeaux muets pour les espoirs des sauveteurs. La disparition de Claire Dubois, cette garde forestière de 29 ans, et de son cheval Étoile, restait une énigme impénétrable. Les équipes de recherche, épuisées après des jours d'efforts vains, voyaient leurs lampes torchées s'éteindre une à une. Les sentiers escarpés, les rivières gelées, les clairières ensevelies sous la brume n'avaient livré aucun indice. Ni empreinte, ni lambeau d'uniforme, ni hennissement d'étoiles. Le parc, avec son immensité indifférente, semblait avoir avalé Claire et son compagnon sans laisser de traces. À la station de garde, les voix des forestiers s'étaient tues, remplacées par le crépitement d'un poêle et le murmure des cartes repliées. La recherche officielle, jadis frénétique, s'essoufflait. Les hélicoptères rentraient à leur hangar, les traqueurs abandonnaient les forêts denses, et les rapports s'entassaient dans un classeur poussiéreux, étiqueté comme une affaire non résolue. Pour le parc national des Cévennes, l'histoire de Claire devenait un écho lointain, une tragédie reléguée aux archives, un dossier froid parmi tant d'autres. Mais pour Michel Dubois, père de Claire et ancien forestier, ce n'était pas une fin, mais le commencement d'une quête solitaire, une promesse gravée dans son cœur. Michel refusait de laisser sa fille devenir un fantôme dans les montagnes qu'elle aimait tant. À 58 ans, son visage buriné par des décennies passées à arpenter les Cévennes portait les marques d'un homme qui connaissait chaque pierre, chaque arbre, chaque secret du parc. Mais ce secret-là, celui de la disparition de Claire, le défiait. Dans sa modeste maison à la lisière du parc, les murs jadis ornés de photos de famille s'étaient transformés en un sanctuaire de papier. Des cartes topographiques, certaines jaunies datant du XIXe siècle, s'étalaient sur les cloisons, formant une mosaïque complexe du nord des Cévennes. Avec une précision obsessionnelle, Michel traçait des lignes à l'encre, rouges pour les anciens sentiers des mineurs, bleues pour les ruisseaux éphémères qui serpentaient en été, vertes pour les pistes empruntées par les cerfs et les sangliers. Chaque trait était un serment, un fil d'espoir le reliant à Claire. Ces cartes n'étaient pas seulement des outils, elles étaient un dialogue silencieux avec sa fille, une tentative de comprendre où elle avait pu aller, ce qu'elle avait vu dans ses derniers instants. Il les étudiait jusqu'à l'aube, comparant les relevés modernes aux archives des premières explorations du parc, cherchant les interstices que les équipes officielles, contraintes par les protocoles, avaient négligés. Chaque matin, avant que le soleil ne perce les brumes des Cévennes, Michel enfilait ses bottes usées, glissait un carnet et un compas dans son sac à dos, et s'enfonçait dans le parc. Il empruntait des chemins oubliés, ceux que Claire affectionnait particulièrement, ceux qu'ils avaient parcourus ensemble lorsqu'elle était enfant, riant sous les pins, s'émerveillant devant une fleur sauvage ou une pierre marquée par le temps. Ces sentiers, invisibles sur les cartes officielles, étaient les veines secrètes du parc, connues seulement des forestiers les plus aguerris. Michel scrutait chaque détail, une branche cassée, un éboulis récent, une clairière où Claire aurait pu s'arrêter. Il notait tout avec une minutie presque sacrée, un ruisseau qui avait changé de cours, un rocher qui pouvait avoir forcé un détour. Chaque observation était une conversation avec Claire, un murmure dans le vent, « Où es-tu, ma fille ?» Les Cévennes, jadis un refuge pour leur complicité, étaient devenus un labyrinthe de douleurs. Le parc, avec ses vallées profondes et ses falaises imposantes, semblait se moquer de lui, cachant la vérité dans ses replis sombres. Pourtant, Michel persistait,
poussé par une force plus grande que la fatigue ou le désespoir, l'amour d'un père qui refusait de laisser sa fille s'effacer dans l'oubli. Cette quête solitaire n'était pas sans coup. Les nuits blanches, les journées passées à marcher dans le froid mordant, les regards compatissants mais distants des anciens collègues pesaient sur Michel. Les habitants du village voisin murmuraient, certains admirant son courage, d'autres le jugeant prisonnier d'une obsession. Mais pour Michel, arrêter signifiait trahir Claire, abandonner l'espoir qu'elle puisse, contre toute logique, être encore en vie. Il repensait à leurs moments ensemble. Claire, adolescente, apprenant à lire une boussole à ses côtés, Claire, garde forestière, défendant avec ferveur les prairies menacées par les plantes envahissantes. Ses souvenirs étaient à la fois une lumière et une blessure, le guidant et le tourmentant. Dans ses carnets, il dessinait des cartes plus détaillées que n'importe quel document officiel, annotant chaque découverte, éboulie ici, automne 2004. Abri possible sous surplomb, printemps 2005. Ces notes étaient un testament, non seulement de sa recherche, mais de sa foi en Claire, de son refus de croire que les Cévennes, ce lieu qu'ils aimaient tous deux, pouvaient être aussi cruels. Pendant ces années, les enquêteurs avaient clos la première phase de l'affaire. Ils avaient fouillé la vie de Claire, cherchant un indice dans ses relations, ses finances, ses habitudes. Rien. Claire était décrite comme une femme heureuse, dévouée, sans ennemis. Une photographie trouvée sur son ordinateur, Claire et étoile dans une prairie ensoleillée, les falaises des Cévennes en arrière-plan devenaient un symbole poignant. Prise par Luc Martin, son ami et collègue forestier, 3 semaines avant sa disparition, elle capturait un moment de joie pure. Luc, en revoyant l'image, avait esquissé un sourire triste, racontant comment Claire avait insisté pour enlever la selle d'étoile pour une famille de randonneurs émerveillés. Cette photo, pour les enquêteurs, n'était qu'un détail. Pour Michel, c'était une dague dans le cœur, un rappel constant de ce qu'il avait perdu. Mais elle renforçait aussi sa détermination. Il savait que Claire, avec son amour pour les Cévennes, n'aurait jamais abandonné son poste. Quelque chose ou quelqu'un l'avait arraché à ce monde. Ainsi, tandis que l'hiver après l'hiver enveloppait les Cévennes, Michel poursuivait sa quête, seul contre l'immensité. Les secrets du parc restaient bien gardés, mais chaque pas, chaque ligne tracée sur ses cartes, le rapprochait d'une vérité enfouie. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était qu'au printemps 2008, une découverte fortuite allait rouvrir la blessure et allumer une lueur d'espoir dans l'obscurité. Les Cévennes, avec leur silence trompeur, étaient sur le point de murmurer un premier indice, un fil fragile menant à la vérité sur le sort de Claire. Point dans l'ombre persistante des Cévennes, où les pins se dressaient comme des gardiens muets et les falaises gardaient leurs secrets, l'enquête sur la disparition de Claire Dubois s'enlisait dans un silence oppressant. 5 années s'étaient écoulées depuis cette nuit de septembre 2003 où Claire, garde forestière de 29 ans, et son cheval étoile s'étaient évanouis dans la wilderness. Les efforts initiaux, marqués par une frénésie désespérée, s'étaient éteints sous le poids de l'hiver, laissant Michel Dubois, son père, seul dans sa quête acharnée. Pourtant, loin des sentiers battus, dans les archives poussiéreuses et les souvenirs de ceux qui connaissaient Claire, une lueur d'espoir commençait à poindre, révélant des fragments de sa vie et des indices d'une vérité plus sombre. Les Cévennes, avec leur beauté austère, semblaient prêtes à murmurer une première réponse, un fil ténu menant à un passé troublant. Les enquêteurs, revisitant l'affaire avec un regard neuf, plongeaient dans la vie de Claire, cherchant une fissure dans son existence apparemment irréprochable. Ils interrogeaient ses collègues, fouillaient ses dossiers, examinaient ses habitudes. Rien. Claire était une femme sans ennemis, sans dettes, sans secrets apparents. Sa vie semblait tissée d'un dévouement pur pour son métier et les Cévennes. C'est Luc Martin, son ami proche et collègue forestier, qui apporta un éclairage nouveau. Assis dans la salle de pause de la station de garde, une tasse de café fumante entre les mains, Luc parlait de Claire avec une tendresse mêlée de chagrin. Il décrivit sa passion, non seulement pour les paysages grandioses du parc, mais pour ses détails les plus infimes, les fleurs sauvages menacées par des herbes envahissantes, les vestiges des mines du XIXe siècle qu'elle protégeait comme des reliques sacrées. Mais ce qui la mettait hors d'elle, confia Luc, c'étaient les pilleurs de patrimoine. Ces hommes, armés de détecteurs de métaux et de pelles, violaient les sites historiques protégés,
déterrant des clous, des tessons de céramique, des fragments d'un passé que Claire considérait comme l'âme des Cévennes. Elle les appelait des « voleurs d'histoire », et son indignation était palpable lors de ses patrouilles, surtout dans les secteurs reculés du nord du parc, où les traces de ces profanations se multipliaient. Dans les journaux de patrouille de Claire, soigneusement archivés, un nom émergea comme une ombre, Étienne Moreau. Ce dernier, un homme discret, la quarantaine, travaillant comme homme à tout faire dans un village proche, se présentait comme un collectionneur passionné d'antiquités. Mais les rapports de Claire racontaient une autre histoire. À 2 reprises, au printemps et à l'été 2003, elle l'avait surpris en flagrant délit dans une gorge isolée, loin des sentiers balisés. La première fois, en mai, elle l'avait verbalisé pour l'utilisation d'un détecteur de métaux dans une zone protégée, un site où des fondations de cabanes de mineurs gisaient encore sous la terre. En juillet, l'infraction était plus grave, Étienne creusait un trou de près d'1 mètre, à la recherche d'objets enfouis, près d'un ancien campement minier. Claire, inflexible, avait confisqué sa pelle et infligé une amende salée. Dans ses notes, elle décrivait Étienne comme hostile, argumentant qu'il était un simple passionné d'histoire. Mais son ton trahissait une tension, une menace implicite. Lorsqu'on l'avait interrogé en 2003, Étienne avait fourni un alibi, un rendez-vous chez le dentiste à Alès le jour de la disparition de Claire. À l'époque, un contrôle superficiel semblait confirmer ses dires, et son nom avait été relégué au bas de la liste des personnes d'intérêt. Pourtant, ce détail, noté dans l'écriture nette de Claire, prenait désormais une teinte inquiétante, comme une fissure dans un mur qu'on avait cru solide. Était-ce une simple coïncidence, ou le premier fil d'un mensonge soigneusement tissé? Au milieu de ces découvertes, un objet bouleversant refit surface, une photographie numérique, extraite du disque dur de l'ordinateur de Claire. Prise par Luc 3 semaines avant sa disparition, elle montrait Claire et Étoile dans une prairie baignée de soleil, les falaises des Cévennes dressées en toile de fond. Claire, souriante, caressait le museau d'Étoile, dont la robe brillait sous la lumière. Luc raconta ce moment avec une émotion contenue, ils étaient en patrouille ensemble lorsqu'une famille de randonneurs, émerveillés par les chevaux, avait demandé une photo. Claire, toujours généreuse, avait ôté la selle d'Étoile pour leur offrir une image parfaite. Cette photo, un instant de joie figé dans le temps, devint un symbole déchirant pour Michel. Lorsqu'un enquêteur lui en tendit une copie, il la serra contre lui, comme si elle pouvait ramener sa fille. Pour les enquêteurs, c'était un détail périphérique, pour Michel, c'était une blessure vive, un rappel de la lumière que Claire apportait au monde. Mais plus encore, c'était un carburant pour sa détermination. Cette image renforçait son intuition, Claire, avec son amour viscéral pour les Cévennes, n'aurait jamais abandonné son poste de son plein gré. Quelque chose ou quelqu'un l'avait arraché à cette prairie ensoleillée. Et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là » dans les commentaires, nous les lisons tous. Ces révélations, bien que subtiles, marquaient un tournant. Le nom d'Étienne Moreau, jadis un détail mineur, devenait une piste sérieuse. Son alibi, fragile, et son lien avec les sites que Claire protégeait farouchement suggéraient une collision fatale. Les Cévennes, avec leurs secrets enfouis, semblaient enfin commencer à parler. Pourtant, la vérité restait hors de portée, cachée dans les méandres du parc et les mensonges d'un homme qui, peut-être, avait plus à dissimuler qu'une simple passion pour les antiquités. Michel, dans sa solitude, continuait de marcher, ses cartes devenant des toiles où il peignait son espoir et sa douleur. Mais loin de lui, dans une gorge oubliée, une découverte imminente allait bientôt briser le silence, jetant une lumière crue sur le mystère de Claire. Au printemps 2008, alors que les Cévennes se paraient d'un éclat nouveau, leurs prairies s'éveillant sous un ciel clair, une découverte bouleversante vint rompre le silence qui enveloppait la disparition de Claire Dubois. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit de septembre 2003 où Claire, garde forestière de 29 ans, et son cheval Étoile avaient disparu dans l'immensité du parc national des Cévennes. La quête solitaire de Michel Dubois, son père, n'avait donné aucun fruit, ses cartes et ses carnets restant muets face à l'indifférence des montagnes. Les archives de l'enquête, reléguées à l'oubli, semblaient destinées à ne jamais révéler leurs secrets. Pourtant, dans une gorge reculée,
loin des sentiers balisés, un groupe d'étudiants en géologie, ignorant tout du drame qui hantait ces lieux, allait faire basculer l'histoire. Les Cévennes, gardiennes jalouses de leur mystère, laissaient enfin échapper un indice, transformant une énigme en une affaire criminelle. Sous la direction de la docteure Élise Garnier, une géomorphologue passionnée par les mouvements imperceptibles de la Terre, une équipe d'étudiants s'était aventurée dans une gorge étroite, un lieu où aucun randonneur ne s'égarait. Leur mission était académique, cartographier les dépôts de sédiments à l'aide d'un radar à pénétration de sol, un appareil encombrant qu'ils traînaient laborieusement à travers les broussailles épineuses et les roches instables. Ce jour-là, alors que le soleil perçait à peine la canopée, l'écran de leur ordinateur afficha une anomalie inattendue, une forme dense, oblongue, enfouie à environ 1,2 mètre sous la surface. Élise, intriguée, supposa qu'il s'agissait d'une formation géologique rare, peut-être une lentille d'argile compactée. Avec l'autorisation du parc pour un prélèvement mineur, les étudiants revinrent le lendemain, armés de pelles et de pioches. La terre, meuble au départ, devint plus dense, un mélange de sable et d'humus. Puis, un bruit sourd retentit, une pelle heurta quelque chose de dur, ni pierre, ni racine. Antoine Lefebvre, un jeune étudiant, s'agenouilla et dégagea la terre à main nue. Ce qui émergea n'était pas une roche, mais une courbe blanchâtre, des os. Une cage thoracique, parfaitement préservée, se dévoila sous leurs yeux ébahis. Le silence s'abattit sur le groupe, l'excitation scientifique cédant à une froide appréhension. Ce n'était plus un site de recherche, mais une tombe. La découverte fut immédiatement signalée à la station de garde. 2 forestiers expérimentés arrivèrent dans l'heure, leurs visages se durcissant à la vue du squelette soigneusement excavé. Les os, intacts, reposaient comme si l'animal avait été délicatement déposé dans la terre. Aucun signe de dispersion par des charognards, aucun écrasement par un éboulement. À côté des sabots avant, 2 fers rouillés, encore en place, scintillaient faiblement sous la lumière. Un vieux maréchal ferrant, convoqué d'urgence, s'agenouilla près de la fosse. Il examina les fers, ses doigts suivant une encoche discrète qu'il gravait sur chaque pièce de son travail. Ses lèvres tremblèrent lorsqu'il confirma, c'était Étoile, le cheval de Claire Dubois. Cette découverte, aussi précise qu'effroyable, pulvérisa l'hypothèse de l'attaque d'ours qui avait orienté les recherches 5 ans plus tôt. Étoile n'était pas mort accidentellement, il avait été enterré, un acte délibéré, un secret scellé dans la terre des Cévennes. La gorge, autrefois un lieu anonyme, fut immédiatement bouclée par des rubans jaunes, déclarée scène de crime potentiel. Les forestiers, dont certains se souvenaient de Claire comme d'une collègue exemplaire, échangèrent des regards lourds de sens, ce n'était pas seulement la fin d'un mystère, mais le début d'une enquête criminelle. Sophie Laurent, une détective spécialisée dans les affaires non résolues, fut appelée pour prendre les rênes. À 42 ans, Sophie était connue pour son esprit analytique et son refus des conclusions hâtives. Lorsqu'elle arriva sur le site, elle observa la fosse avec une intensité froide, ses yeux scrutant chaque détail, la disposition des os, la profondeur de la tombe, la solitude de la gorge. Elle comprit immédiatement que cet enterrement n'était pas l'œuvre de la nature, mais celle d'une main humaine cherchant à effacer ses traces. Elle rencontra Michel Dubois, dont la réputation de père obstiné l'avait précédé. Elle s'attendait à trouver un homme brisé par 5 années de douleur, mais Michel, bien que marqué par le chagrin, se tenait droit, ses yeux brûlant d'une détermination farouche. Il déroula une carte immense, fruit de ses années de recherche, montrant des sentiers que les cartes officielles ignoraient. Il pointa la gorge où Étoile avait été trouvée, traçant une ligne verte, un sentier de gibier que Claire connaissait depuis l'enfance. Pour Sophie, cette carte n'était pas seulement un outil, c'était une fenêtre sur l'âme de Claire, un guide vers une vérité enfouie. La découverte d'Étoile, loin d'apporter des réponses, soulevait une question plus sombre, où était Claire? Et qui avait pris soin de cacher son cheval si méticuleusement? Les Cévennes, avec leurs vallées profondes et leurs ombres impénétrables, semblaient enfin commencer à parler. Mais chaque mot était un défi, un indice menant à une vérité plus complexe. Sophie, debout au bord de la fosse, sentit le poids de l'enquête s'installer. Ce n'était plus une recherche de personnes disparues,
mais une chasse à un criminel. Quelqu'un, quelque part, avait voulu effacer Claire Dubois et son cheval de la surface de la terre. Et dans les replis de cette gorge, dans les os d'Étoile, résidait le premier fil d'une toile de mensonges qui allait bientôt se déchirer. L'été 2008 s'installait doucement sur les Cévennes, ces vallées baignées d'une lumière dorée qui contrastait avec l'ombre persistante du mystère entourant la disparition de Claire Dubois. 5 ans après que la garde forestière de 29 ans et son cheval Étoile se furent évanouis dans la nuit de septembre 2003, la découverte du squelette d'Étoile dans une gorge isolée avait ravivé l'enquête. Ce qui avait été une énigme de perte devenait désormais une affaire criminelle, les rubans jaunes délimitant la gorge comme un avertissement sinistre. Sous le regard attentif de Sophie Laurent, la détective aguerrie chargée de l'affaire, une nouvelle phase commençait, où la science et la détermination allaient percer le voile des secrets des Cévennes. Dans cette gorge oubliée, un indice minuscule, enfoui dans les os d'un cheval, allait révéler une vérité brutale, transformant le chagrin de Michel Dubois, le père de Claire, en une quête ardente pour la justice. Dans une tente blanche dressée au cœur de la gorge, loin des regards indiscrets, le docteur Julien Moreau, un anthropologue médico-légal à la précision presque monastique, examinait le squelette d'Étoile. Les os, soigneusement disposés sur une bâche bleue, semblaient raconter une histoire silencieuse. Julien, armé d'une lampe grossissante et de pincettes d'une finesse extrême, scrutait chaque surface avec une patience infinie. Il cherchait des marques de prédation, des fractures dues à une chute, ou tout signe d'un accident naturel. Rien. Les os étaient intacts, sans trace de dents de charognard ni d'écrasement par un éboulement. Mais alors qu'il inspectait le canon de la jambe avant droite, il remarqua une fine fissure, presque invisible. En s'approchant, il détecta un éclat métallique, un scintillement à peine perceptible, logé dans la fracture. Retenant son souffle, Julien manipula ses pincettes avec une délicatesse d'horloger. Après une minute tendue, il extirpa une minuscule esquille, plus petite qu'un grain de sable, d'un gris sombre et acéré. Sous le microscope, l'objet révéla sa nature, un fragment de carbure de tungstène, un alliage dur mais cassant, typique des pointes de marteau géologique utilisées par les prospecteurs et les pilleurs d'antiquités. Ce n'était pas une balle, ni un débris naturel. C'était la preuve d'un acte violent, infligé avec une force précise. Étoile n'était pas mort d'un accident, il avait été frappé, et cette découverte projetait une lumière crue sur le sort probable de Claire. Au poste de commandement temporaire, installé dans une salle de réunion de la station de garde, Sophie Laurent reçut le rapport de Julien avec un mélange de gravité et d'excitation contenue. Ce fragment, scellé dans un sachet stérile, était le premier indice concret de l'enquête, une preuve que la disparition de Claire n'était pas un caprice de la nature, mais l'œuvre d'une main humaine. Sophie, dont l'esprit analytique était aussi affûté que son sens de la justice, se tourna vers les cartes de Michel Dubois. Ce dernier, avec une endurance forgée par 5 années de recherche solitaire, avait créé un chef-d'œuvre cartographique, un entrelac de lignes rouges, bleues et vertes traçant les sentiers oubliés des Cévennes. Sophie s'arrêta sur la gorge où Étoile avait été trouvée, notant une ligne verte ténue, un sentier de gibier, à peine visible, que Claire connaissait depuis son adolescence, lorsqu'elle explorait le parc avec son père. Ce sentier, absent des cartes officielles, était un secret partagé entre Claire et les Cévennes. Pour Sophie, cette carte n'était pas seulement un guide, elle était une boussole vers la vérité, un lien tangible avec l'esprit de Claire. Elle comprit que la gorge n'était pas un lieu choisi au hasard. Quelqu'un, connaissant ces sentiers, avait voulu effacer ses traces, et Claire, en patrouillant, avait croisé son chemin. La découverte du fragment métallique transforma l'enquête. Sophie réunit son équipe, sa voix ferme mais empreinte d'une urgence nouvelle. Ce n'est pas un accident, déclara-t-elle, ses mots résonnant dans la pièce encombrée de tableaux blancs et de photographies. Étoile a été frappée, et Claire était là. Nous cherchons un meurtrier. Le fragment de carbure de tungstène, analysé dans un laboratoire de pointe, confirmait son origine, un marteau géologique, outil de prédilection des chasseurs de reliques, ceux que Claire méprisait pour leur pillage des sites historiques du parc. Cette preuve, bien que minuscule, était monumentale. Elle écartait définitivement l'hypothèse de l'ours, si longtemps privilégiée,
et pointait vers une confrontation violente. Sophie, en posant les yeux sur la carte de Michel, sentit une connexion profonde avec cet homme dont le chagrin s'était mué en une quête implacable. Ensemble, ils formaient un duo improbable, une détective méthodique et un père brisé, unis par une cause commune. La justice, longtemps endormie dans les archives poussiéreuses, s'éveillait enfin. Les Cévennes, avec leurs crêtes austères et leurs vallées insondables, semblaient observer en silence, leurs secrets lentement arrachés à l'obscurité. Le fragment métallique, si petit qu'il tenait dans un coin de sachet, était un cri dans le silence, une accusation contre un coupable encore sans visage. Sophie savait que la vérité était proche, mais elle restait enfouie dans les méandres du parc et les mensonges d'un individu qui avait tout fait pour effacer ses traces. Alors que l'enquête prenait un tournant décisif, une question brûlante s'imposait: qui avait manié ce marteau, et pourquoi? Les réponses, cachées dans les replis des Cévennes, attendaient d'être découvertes, prêtes à révéler l'histoire d'un crime qui avait brisé une vie et un parc tout entier. L'automne 2008 s'installait sur les Cévennes, ces vallées baignées d'une lumière cuivrée qui semblait vaciller sous le poids d'un mystère désormais criminel. La découverte du squelette d'étoile, le cheval de Claire Dubois, dans une gorge isolée, avait transformé une énigme vieille de 5 ans en une chasse à l'homme. Le fragment de carbure de tungstène, extrait d'un os du cheval, pointait vers un acte violent, une vérité brutale que Sophie Laurent, la détective en charge, était déterminée à faire éclater. Avec la carte minutieuse de Michel Dubois, le père de Claire, comme boussole, l'enquête prenait un tournant décisif. Les Cévennes, jadis muettes, commençaient à murmurer des noms, et au centre de ce chuchotement se trouvait un homme, Étienne Moreau. Ce collectionneur discret, dont les activités semblaient anodines, devenait l'ombre au cœur de l'affaire, ses mensonges sur le point de s'effondrer sous le regard implacable de la justice. Sophie, avec son instinct affûté, plongea dans le passé d'Étienne Moreau. À 40 ans, cet homme à tout faire, vivant dans un village à la lisière du parc national des Cévennes, se présentait comme un passionné d'histoire. Sa boutique d'antiquités, un bric-à-brac poussiéreux niché dans une rue calme d'Alès, regorgeait de reliques, tessons de céramique, clous rouillés, fragments de verre datant des camps miniers du XIXe siècle. Mais pour Sophie, ces objets n'étaient pas de simples curiosités, ils étaient les pièces d'un puzzle sinistre. En relisant les journaux de patrouille de Claire, elle découvrit un fil conducteur. À plusieurs reprises, Claire avait confronté Étienne dans les secteurs reculés du parc. Ses rapports, rédigés d'une écriture précise, décrivaient des altercations tendues. En mai 2003, elle l'avait verbalisé pour l'usage d'un détecteur de métaux dans une zone protégée. En juillet, elle l'avait surpris creusant un trou près d'une ancienne cabane de mineurs, menaçant de l'arrêter pour un délit fédéral. Claire, avec sa ferveur pour préserver l'héritage des Cévennes, voyait en Étienne un profanateur, un homme qui pillait l'âme du parc pour son propre gain. Ces affrontements, notés avec une froide détermination, suggéraient un conflit qui avait pu dégénérer. Étienne n'était plus un simple nom dans un rapport, il devenait une menace, un homme dont les actes pouvaient avoir croisé le chemin de Claire dans cette gorge fatidique. Le premier craquement dans la façade d'Étienne survint lorsqu'un détail, négligé en 2003, refit surface. À l'époque, il avait affirmé être à un rendez-vous chez le dentiste à Alès le jour de la disparition de Claire, le 23 septembre. Une vérification hâtive avait semblé confirmer son alibi, le reléguant au rang de personne d'intérêt mineur. Mais Sophie, avec sa méfiance des vérités trop commodes, ordonna une nouvelle enquête. Les registres du cabinet dentaire furent exhumés, révélant une vérité accablante: Étienne avait annulé son rendez-vous le matin même du 23 septembre. Ce mensonge, tissé avec soin 5 ans plus tôt, s'effilochait maintenant, exposant Étienne comme un homme qui avait quelque chose à cacher. Sophie sentit son pouce accélérer. Ce n'était pas une simple omission, c'était une fissure dans une armure soigneusement forgée. Étienne Moreau, avec son air de collectionneur inoffensif, devenait le pivot de l'enquête, un homme dont les secrets pouvaient détenir la clé du sort de Claire. Forte de cette révélation, Sophie obtint un mandat de perquisition. À l'aube, une équipe d'enquêteurs envahit la boutique d'Étienne, un espace où l'odeur de métal ancien et de bois ciré emplissait l'air.
Les étagères débordaient d'objets méticuleusement étiquetés, des bouteilles fissurées, des outils rouillés, des fragments de céramique soigneusement rangés dans des boîtes en mousse. Mais un historien du parc, accompagnant l'équipe, s'arrêta devant un tiroir plat. À l'intérieur, des clous carrés du XIXe siècle et des tessons de céramique bleu et blanc reposaient comme des trophées. Avec un regard grave, il confirma ce que Sophie redoutait, ces objets provenaient d'un site spécifique, une ancienne colonie minière située dans la gorge même où Étoile avait été retrouvée. Ce n'était pas une coïncidence. Ces reliques, arrachées à la terre protégée des Cévennes, plaçaient Étienne sur la scène du crime, prouvant qu'il avait violé les lieux que Claire jurait de défendre. Chaque clou, chaque tesson était une accusation silencieuse, un lien direct entre l'homme et le lieu où tout avait basculé. Le filet se resserrait autour d'Étienne. Sophie, dans la salle de commandement, alignait les pièces du puzzle, les rapports de Claire, l'alibi brisé, les antiquités volées. Chaque élément renforçait une hypothèse terrifiante. Claire, en patrouillant, avait surpris Étienne en flagrant délit, menaçant de mettre fin à ses pillages. Cette confrontation, dans la solitude de la gorge, avait pu déclencher un acte désespéré. Les Cévennes, avec leurs ombres profondes, avaient été témoins d'un crime, et les objets dans la boutique d'Étienne en portaient l'écho. Pourtant, la vérité finale restait hors de portée. Sophie savait qu'il manquait une confession, un aveu qui transformerait ces indices en certitude. Alors que les enquêteurs préparaient l'interrogatoire d'Étienne, l'air vibrait d'une tension palpable. Les mensonges, si longtemps enfouis, étaient sur le point d'être arrachés à la lumière, et les Cévennes, gardiennes implacables, attendaient de révéler leur dernier secret. À l'automne 2008, les Cévennes semblaient retenir leur souffle, leur vallée drapée dans une brume épaisse qui pesait sur l'enquête comme un présage. La découverte du squelette d'Étoile, le cheval de Claire Dubois, et les preuves accablantes trouvées dans la boutique d'Étienne Moreau avaient resserré l'étau autour du collectionneur. Sophie Laurent, la détective au regard acéré, se tenait à l'orée d'une vérité qui, 5 ans après la disparition de Claire en septembre 2003, menaçait de briser le silence des montagnes. Les cartes de Michel Dubois, le père de Claire, avaient guidé l'enquête jusqu'à cette gorge isolée, les reliques et le fragment de carbure de tungstène avaient pointé vers un crime. Maintenant, dans une salle d'interrogatoire austère de la station de garde, Sophie était prête à confronter Étienne. Les Cévennes, témoins muets d'un drame enfoui, attendaient que la vérité éclate, un aveu qui allait faire basculer l'histoire dans un mélange de lumière crue et de douleur insondable. Sophie fit entrer Étienne dans la pièce, ses murs tapissés de cartes et de photographies évoquant l'ombre de Claire. Étienne, un homme de taille moyenne aux yeux fuyants, arborait une indignation feinte, comme s'il était victime d'une erreur administrative. Mais sous le regard perçant de Sophie, sa façade vacillait. Elle posa sur la table une série d'objets, chacun comme une accusation silencieuse, les clous carrés et les tessons de céramique extraits de sa boutique, tous originaires de la gorge où Étoile avait été retrouvée, le sachet contenant le fragment de carbure de tungstène, arraché à l'os du cheval, et enfin, les registres du dentiste, prouvant qu'il avait annulé son rendez-vous à Alès le matin du 23 septembre 2003. « Vous avez menti, Étienne, dit Sophie, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Où étiez-vous ce jour-là ? Un éclair de panique traversa les yeux d'Étienne, brisant son masque de collectionneur inoffensif. Il tenta de se défendre, balbutiant sur une confusion de dates, mais la vérité, comme un mur qui s'effondre, le laissa sans recours. Sophie poussa les photographies des reliques sous ses yeux. Ces objets viennent de la gorge où le cheval de Claire a été enterré. Vous y étiez. Et vous savez ce qui est arrivé. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'une tension qui semblait étouffer la pièce. Puis, comme une digue qui cède, Étienne s'effondra, ses épaules s'affaissant, son visage se décomposant en une grimace de honte et de désespoir. « Je ne voulais pas que ça arrive, » murmura-t-il, sa voix brisée par 5 années de secret. Il raconta, dans un souffle entrecoupé, ce qui s'était passé ce jour fatidique. Dans la gorge isolée, sous le regard des falaises, Étienne creusait, à la recherche d'un flacon intact, lorsqu'il entendit le pas d'un cheval. Levant les yeux, il vit Claire, droite sur Étoile, l'observant depuis la crête. Elle descendit,
son visage marqué par une déception froide. « Je vous ai déjà averti, Étienne, dit-elle, sa voix ferme. Cette fois, c'est une arrestation pour délit fédéral. » Ces mots, comme un coup près, firent basculer Étienne dans une panique aveugle. Il vit son monde s'écrouler, sa collection, fruit d'années de pillage, confisquée, une peine de prison imminente. Il supplia, implora Claire de le laisser partir, mais elle tendit la main vers son talkie-walkie. Dans un élan désespéré, sans réfléchir, Étienne saisit son marteau géologique, l'outil qu'il portait toujours, et frappa. Le choc, un bruit sourd, résonna dans la gorge. Claire s'effondra sans un cri. Étoile, affolée, se cabra, tirant sur ses rênes. Terrifié que le bruit attire l'attention, Étienne, dans une frénésie, frappa le cheval, un coup fatal qui le fit s'écrouler. La violence, aussi soudaine qu'irréelle, laissa place à une froide résolution. Étienne savait qu'il devait effacer ses traces. Sous le ciel qui s'assombrissait, il travailla des heures durant, creusant une fosse profonde avec la pelle que Claire lui avait jadis confisquée. Il y fit rouler le corps massif d'Étoile, le recouvrant de terre, convaincu que les charognards ne le trouveraient jamais. Mais pour Claire, il choisit une cachette encore plus secrète. Il connaissait une fissure verticale, un gouffre étroit dissimulé derrière un rideau de broussailles et de chênes verts, à plusieurs kilomètres de là. Dans une marche épuisante à travers les bois sombres, il porta le corps de Claire, un fardeau aussi physique que moral. Arrivé à la fissure, il le laissa glisser dans l'obscurité, certain que personne ne découvrirait cet abîme oublié. Les Cévennes, avec leur silence impénétrable, semblaient complices de son acte, scellant le secret dans leurs entrailles. Dans la salle d'interrogatoire, le poids de la confession d'Étienne frappa comme un coup de tonnerre. Sophie, impassible en apparence, sentit une vague de colère contenue monter en elle. Michel, informé peu après, resta figé, ses yeux fixant un point invisible, comme si la vérité, tant cherchée, était aussi une blessure. L'aveu apportait des réponses, mais il confirmait aussi l'irréparable. Claire, la lumière des Cévennes, était perdue à jamais. Pourtant, cette confession n'était pas la fin. Elle ouvrait un nouveau chapitre, celui de la quête finale pour ramener Claire à la lumière, pour lui rendre justice. Les Cévennes, avec leurs ombres profondes, attendaient une dernière marche, un dernier effort pour révéler où reposait celle qui avait donné sa vie pour protéger leur âme. L'automne 2008 s'épaississait dans les Cévennes, ces forêts drapées d'une lumière pâle qui semblait hésiter entre l'espoir et la douleur. La confession d'Étienne Moreau, arrachée dans l'étau de la vérité, avait brisé le silence de 5 années, révélant le destin tragique de Claire Dubois, la garde forestière disparue en septembre 2003 avec son cheval Étoile. Les mots d'Étienne, lourds de honte et de panique, avaient peint une scène d'une violence brutale, une confrontation fatale dans une gorge isolée, un marteau géologique brandi dans un instant de désespoir, et un corps dissimulé dans l'obscurité d'un gouffre secret. Mais pour Sophie Laurent, la détective qui avait dénoué ce fil de mensonges, et pour Michel Dubois, le père dont la quête solitaire avait guidé l'enquête, la vérité n'était pas encore complète. Il fallait retrouver Claire, la ramener à la lumière, lui rendre une dignité que les Cévennes lui avaient volée. Une dernière marche, solennelle et pesante, s'apprêtait à clore un chapitre et à ouvrir une plaie. Sous un ciel gris, une procession silencieuse s'enfonça dans les bois denses du parc national des Cévennes. Étienne, menotte au poignet, avançait en tête, ses pas hésitants, flanqué de 2 gendarmes au visage fermé. Derrière lui suivait Sophie, son regard fixé sur l'horizon, et Michel, dont la présence était une exigence muette. À 58 ans, Michel portait les marques de 5 années de recherches acharnées, ses yeux creusés par le chagrin mais animés d'une détermination farouche. Il avait marché seul si longtemps, traçant des cartes, interrogeant chaque pierre et chaque arbre. Il ne laisserait pas Claire revenir sans lui. Une équipe de sauvetage spécialisée, équipée de cordes, de harnais et de lampes puissantes, fermait la marche, leurs sacs lourds cliquetant dans le silence. Le chemin n'était pas un sentier balisé, mais un dédale de broussailles épineuses et de roches glissantes, menant à une falaise presque invisible, masquée par un rideau de chênes verts et de genêts. Étienne s'arrêta, son doigt tremblant pointant une fente étroite dans la paroi rocheuse.
c'est là, murmura-t-il, sa voix à peine audible. La fissure, à peine plus large qu'un homme, semblait avaler la lumière, un abîme que nul ne trouverait sans le savoir. Les Cévennes, dans leur austérité, avaient gardé ce secret jalousement. Les sauveteurs, menés par Antoine Lefèvre, l'étudiant en géologie qui avait découvert Étoile des mois plus tôt, s'attelèrent à la tâche avec une précision professionnelle. Ils fixèrent des ancres au pin robuste, déployant un système complexe de poulies. Antoine, harnaché, une lampe frontale projetant un faisceau tremblant, descendit dans la fissure. L'air qui s'échappait de l'ouverture était froid, chargé d'une odeur de terre humide et de temps immémorial. Chaque mètre de descente était signalé par des rapports brefs via la radio, 20 mètres, paroi stable. 40 mètres, toujours rien. Le silence au-dessus était oppressant, ponctué seulement par le grincement des cordes et le cliquetis des cailloux délogés. Michel, immobile, fixait l'ouverture noire comme s'il pouvait voir à travers la pierre. Puis, après une attente qui sembla une éternité, la voix d'Antoine crépita à la radio, calme mais lourde d'émotion, j'ai un contact. Confirmation visuelle de restes humains. Un souffle collectif, presque imperceptible, échappa à l'équipe. Sophie posa une main ferme sur l'épaule de Michel, qui ne tressaillit pas, ses yeux rivés sur le gouffre. La récupération fut un processus lent, empreint d'une dignité solennelle. Antoine, dans l'obscurité étroite, travailla avec soin, plaçant les restes de Claire dans un sac de récupération spécialisé. Chaque mouvement était un hommage, une mission de sauvetage arrivée 5 ans trop tard. Lorsqu'enfin le sac fut hissé à la surface, posé délicatement sur une bâche près de la fissure, un silence sacré enveloppa la clairière. Le coroner sur place, avec une retenue respectueuse, entreprit un examen préliminaire. L'uniforme de Claire, en lambeaux, portait encore son insigne de garde forestière, terni mais intact, un symbole de son devoir jusqu'à son dernier souffle. Puis, dans une poche de son pantalon de patrouille, il trouva un objet inattendu, un petit pochon de cuir, fermé par un cordon serré. Sophie, avec une délicatesse presque révérentielle, l'ouvrit. Des graines sèches tombèrent dans sa main, des chardons italiens, des étoiles jaunes, des herbes envahissantes que Claire collectait pour protéger les prairies natives des Cévennes. Luc Martin, présent pour identifier les effets personnels, reconnut le pochon. C'était le sien, dit-il, la voix brisée. Elle les ramassait pour cartographier les plantes invasives. Elle disait qu'elles étouffaient les fleurs sauvages. Ce pochon, si simple, était une révélation plus profonde que n'importe quelle preuve. Il transformait Claire, de victime d'un crime, en héroïne d'une mission inachevée. Même dans ses derniers instants, elle avait été fidèle à son serment de protéger les Cévennes, jusqu'aux plus petites fleurs. Michel, prenant le pochon des mains de Luc, le serra contre lui. Une larme, discrète, glissa sur sa joue burinée, mais ses lèvres esquissèrent un sourire amer. Sa fille, dans ce lieu sombre, restait une garde forestière. Cette découverte, plus que l'aveu d'Étienne, donna à Michel un semblant de paix, une preuve que l'esprit de Claire vivait encore dans les prairies qu'elle aimait. Les Cévennes, avec leurs secrets enfin révélés, semblaient rendre hommage à leur gardienne, mais une dernière étape restait, transformer cette douleur en un legs durable, une justice qui honorerait la vie de Claire. Dans le calme retrouvé du printemps, les Cévennes s'éveillaient, leurs prairies parsemées de fleurs sauvages scintillant sous un ciel doux, comme un hommage muet à une âme perdue. Après 5 années d'ombre et de secret, la vérité sur la disparition de Claire Dubois, la garde forestière de 29 ans, avait enfin émergé des profondeurs du parc national des Cévennes. La confession d'Étienne Moreau, cet homme dont les pillages avaient coûté la vie à Claire, avait conduit à sa condamnation, une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération. Ces reliques volées, ces fragments d'histoire qu'il avait arrachés à la terre sacrée des Cévennes, furent restitués au parc. Transformée en une exposition permanente, elle devint un rappel poignant de l'importance de préserver le patrimoine, un tribut à la mission de Claire. Chaque clou rouillé, chaque tesson de céramique portait désormais son nom, une leçon gravée dans le temps pour les générations futures. Michel Dubois, le père de Claire, ne laissa pas le chagrin définir son existence. À 58 ans,
Marqué par une quête solitaire qui avait consumé 5 années, il trouva un nouveau souffle. Il devint bénévole pour le parc, partageant l'histoire de sa fille avec les visiteurs. Devant des groupes de randonneurs, il parlait de Claire, non comme une victime, mais comme une gardienne des Cévennes, celle qui ramassait les graines des herbes envahissantes pour protéger les fleurs sauvages, celle qui défendait les vestiges des mineurs du XIXe siècle comme des trésors vivants. Sa voix, autrefois brisée, portait désormais une force tranquille, un témoignage de résilience. La gorge aux étoiles, le cheval de Claire, avait été retrouvé fut nommé Vallée du Bois. Chaque printemps, ses pentes s'illuminaient de fleurs sauvages, un éclat vibrant qui semblait murmurer le nom de Claire. Sous l'ombre des falaises, une simple fleur, frêle mais tenace, se dressait contre le vent, incarnant son esprit indomptable. Les Cévennes, jadis gardiennes d'un secret cruel, devinrent le sanctuaire de son héritage. Sous la lumière argentée de la lune, Claire Dubois vivait encore, non dans l'obscurité de sa perte, mais dans la justice rendue et les prairies qu'elle avait juré de protéger. Si cette histoire vous a touché, rejoignez notre chaîne YouTube pour explorer d'autres récits de vérité et de courage. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.